Bienvenue dans ce nouvel épisode de Design et Fonctionnel, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Mike. Bonjour Mike. Bonjour Karine. Bienvenue, merci pour d'avoir répondu présent à l'invitation. Je t'en prie. Ok, donc Mike, en fait, tu es expert en sécurité incendie, j'ai pris des notes parce que tu es ancien pompier professionnel, tu es aussi assistant de maîtrise d'œuvre. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Ta société, c'est LMT Protec. exact. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a conduit à devenir expert en sécurité incendie? C'est le sujet du jour. Effectivement, ça remonte déjà à très longtemps, très très longtemps. En fait, quand j'étais jeune, j'allais souvent dans des lieux un petit peu atypiques comme les casernes de Ah oui? sapeurs-pompiers. OK. J'habitais pas très loin de la caserne à Basse-Terre et mon père m'emmenait régulièrement voir des amis à la caserne. Mmh. Et j'étais fasciné par les camions de pompiers. OK. Et donc un jour, un de ses collègues, est passé au collège et m'a dit: «Est-ce que je voulais faire un petit stage d'une semaine, chez eux, en immersion?» Ben, ça a déterminé, ma voie. Oui, toute ta vie en vrai. Pratiquement toute ma vie. Parce que tu as été aussi pompier pendant plusieurs années? J'ai été pompier pendant plusieurs années, aussi bien en Guadeloupe qu'en métropole Mmh. et en parallèle de ça, donc du coup, je travaillais également. Donc mon parcours, scolaire, c'est plutôt orienté vers le génie électrique et l'informatique industrielle, pour lequel je suis expert, en électronique. OK. Donc ça, c'était mon parcours, scolaire. J'ai su allier à un moment donné, donc la partie scolaire et la partie professionnelle, toujours en restant dans l'incendie. D'où, mon intégration dans une première société Mmh. qui, faisait, aussi bien de la détection incendie que de la programmation informatique. D'accord. Bah, comme ça, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Parce que justement, tu as été pompier avant de te consacrer maintenant à la prévention. Et l'une des premières questions que j'aimerais te poser, c'est quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans les maisons ou les appartements, justement, à ce sujet? Alors, il y a plusieurs types d'erreurs. Les premières sont, souvent, on a l'impression l'origine des feux, la plupart du temps, c'est d'origine électrique. OK. Mais on a souvent l'impression qu'on peut mettre, tout ce qu'on veut sur les prises. Sauf que c'est comme, je compare souvent les réseaux électriques à un tuyau d'arrosage. Ce tuyau d'arrosage, au fur et à mesure qu'on va brancher des choses dessus, on va imaginer que sur le tuyau, on fait des trous. Mmh. Et plus on fait des trous, moins le débit sera important. OK. Jusqu'à un moment donné où il y a plus de débit. Un câble électrique, ça fonctionne pareil. Plus on OK. va brancher des choses dessus, J'aime bien l'image, c'est très clair. plus on va brancher des choses Mmh. dessus, et plus, en fait, le câble va vouloir aller chercher l'énergie électrique. Et en allant chercher l'énergie électrique, il va chauffer. Et quand ça va chauffer, forcément, à un moment donné, ça va causer un Fluider. incendie. Ça va brûler. OK, donc une des premières erreurs qu'on fait souvent chez nous, c'est, de brancher enfin, d'avoir trop de Trop prises, d'appareils branchés multiples sur... et désaccordées. Voilà. Et bien souvent, comme tu l'as dit, hein, on utilise des multiprises qui sont pas forcément bien adaptées à, l'utilisation qu'on va en faire. Sans oublier qu'il y a des multiprises de différentes qualités en vrai. Il y en a qui sont aux normes, européennes, il y en a qu'on trouve chez le chinois, peut-être pas cher, mais qui sont un peu moins, un Ah peu oui, plus risqués. effectivement, donc le bon marché peut coûter vraiment très cher. Alors, faut savoir que on est le pays où il y a le plus de normes, heu, dans le monde. Donc on a ce qu'on appelle l'estampille, norme française, donc NF. Donc c'est une estampille qui est délivrée pour tout produit qui doit être installé en France métropolitaine. Enfin, en France pour être général. Alors ce sont des essais, donc c'est un organisme, indépendant qui réalise donc des essais sur chaque produit et qui les met en conditions extrêmes pour garantir la sécurité des gens. OK. Le risque zéro n'existant pas, ils vont faire toute une batterie d'essais. Donc on rencontre ça aussi bien sur les appareils électroniques que sur tout appareil qui doit être commercialisé en France. OK. Et parmi ces appareils, donc on a notamment les prises, multiprises qu'on utilise vulgairement, qu'on retrouve chez le chinois, sur le marché, un peu partout. Alors vous avez différents types de prix. Alors souvent on dit: ouais, mais j'ai une multiprise qui coûte, 150 €, Mmh. j'ai 5 prises dedans».
Et j'ai une multiprise, j'en ai 12 dedans Oui. et à 3 €. Alors, souvent, on regarde d'abord ce qu'on a dans la poche Oui, c'est et on ça. dit: «Bon, ben, j'en ai plus et je paye moins cher». Oui, Bon, alors ça pourrait être une bonne idée, sauf que c'est une fausse bonne idée. Faut savoir aussi, donc du coup, on parlait de normes, toutes les installations électriques sont régies par des normes. On va pas installer, un nombre de prises illimité sur un circuit. oui, C'est c'est-à-dire norme. qu'en fait, même ce qu'on voit pas est normé, c'est-à-dire, bon, j'ai branché ma multiprise sur une prise en question. Dans le mur, j'ai un circuit qui ramène, potentiellement au tableau, mais en fait, si ce circuit n'est pas justement adapté à toute l'énergie que je viens chercher dans la multiprise, eh beh, ça pose problème. C'est ça. Le tuyau, Oui, on revient le toujours fameux sur le tuyau. tuyau. Si je dois arroser une plante qui se trouve à 10 mètres et que j'ai pas beaucoup de débit, ça va être compliqué. Ah ben, c'est peut-être parce qu'il y a trop de trous sur sur le tuyau. Mmh. Mais là, c'est pareil. Au bout du bout, on n'aura plus suffisamment d'énergie pour pouvoir aller, alimenter des éléments. Donc comme les appareils sont assez gourmands, ils vont vouloir aller tirer l'énergie. Quand ils vont tirer l'énergie, ils vont forcément chauffer le câble. Donc les électrons vont du coup, échauffer le câble et donc créer OK. l'incendie. Ouais, c'est mécanique, quoi, c'est C'est mécanique. c'est simple. Mais du coup, on a parlé beaucoup de cette cause, électrique. C'est quoi les autres principales causes d'incendie, justement? Alors on a souvent beaucoup de négligence, notamment on a, des gens qui s'endorment avec des cigarettes ou des cigarettes électroniques. Donc on a ce type de cause d'incendie. Alors bon, de manière insulaire, on a, souvent les gens qui ont la petite bougie à côté de leur lit et puis bon, il y a un petit coup de vent, la bougie tombe et puis c'est le départ d'incendie. Mais on va dire dans l'ordre, on a, en top 1, on a les feux d'origine électrique. Tout type de feu d'origine électrique. Ça, c'est la 1re des choses et en second lieu, on a les feux, accidentels du type, bougie, cigarette et cetera et après on a des feux de cuisine. Donc Oui. notamment, on oublie la casserole sur le feu, l'huile Ou bien l'huile s'embrase qui et cetera. s'embrase, c'est Voilà. déjà arrivé. Donc ça arrive à beaucoup de gens, alors Ouais. bon, y compris nous, hein, faut pas croire, hein, on a aussi nos négligences. On est en train de faire la cuisine, on a un appel téléphonique, bon, on prend l'appel et puis on oublie, ce qu'on a fait. Ça peut aller très vite. Par contre, convient de pouvoir adopter les bons gestes, justement pour éviter le suraccident. OK. Donc pour toi, quels sont les dispositifs indispensables dans une maison classique pour éviter justement, d'en arriver, je dirais, au suraccident, au feu? Alors, Mmh. souvent, on me pose cette question et selon moi, l'élément principal, c'est de faire de la prévention. OK. Alors, en faisant de la prévention, on a un peu plus conscience des risques. Mmh. Ayant conscience des risques, on va essayer de les éviter au maximum. Je prends pour exemple, en règle générale, dans les cuisines, on ne met pas de détecteur. Pourquoi? Ben parce qu'il y a de la vapeur, on fait à manger, le détecteur va sonner tout le temps. Donc on va le positionner dans des endroits un peu stratégiques, comme devant un tableau électrique par exemple, dans un couloir, Mmh. où le risque, il est surtout quand on va dormir. Si on fréquente le lieu régulièrement, on repasse plusieurs fois, on va pouvoir voir un départ incendie. Mais par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'une des premières causes d'incendie, c'est d'origine électrique. Et souvent les tableaux, surtout les tableaux récents, sont prévus pour pouvoir disjoncter et éviter Mmh. donc du coup ce type de problème. Par contre sur les installations un petit peu plus anciennes, un Mmh. petit peu plus vétustes, eh ben, c'est un peu aléatoire. C'est pour ça que depuis 2015, les sociétés ont l'obligation d'installer, enfin les sociétés, les assurances ont demandé d'installer obligatoirement des détecteurs autonomes d'incendie dans tous les logements. Au moins un détecteur OK. qui, si on n'en doit en mettre qu'un seul, devra être positionné idéalement au niveau du tableau électrique. Donc tu anticipes, hein, tu anticipes pas mal sur, mes questions, notamment, est-ce qu'un disjoncteur protège vraiment contre tous les incendies électriques? Mais par rapport à ce que tu disais, ce que j'ai compris, c'est qu'un disjoncteur quand il est récent, il va beaucoup mieux protéger, la maison. Alors, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il faut savoir que les normes évoluent en fonction des accidents.
Lorsqu'il y a un accident, que ce soit un incendie, un accident d'origine électrique, enfin un accident d'une manière générale, il y a des enquêtes qui sont faites. Donc on envoie un expert. L'expert va évaluer d'où est parti l'incendie. Et en fonction de ça, il va faire des remontées d'informations. Et ces informations vont être capitales dans le traitement qu'on va donner à la suite pour que ces accidents ne reviennent plus, ou alors soient vraiment limités. Alors, aujourd'hui, tous les appartements, tous les logements, enfin même pour rester général, toutes les habitations doivent être équipées de disjoncteurs différentiels. Alors le disjoncteur différentiel, il est là pour protéger les personnes. D'abord, je touche une prise électrique, je ne dois pas pouvoir être électrisé, c'est-à-dire recevoir un petit coup de courant. Ça, c'est la première partie. Un enfant met son doigt dans la prise, il doit pas pouvoir recevoir un coup de courant. C'est pour Donc ça que si j'ai toutes les pris un coup prises de sont... courant sur ma télé, par exemple, c'est que j'ai pas de disjoncteur différentiel? Ça veut dire qu'il y a un autre problème, qu'il faut prendre un professionnel pour pouvoir identifier où se trouve La le source problème, du problème, la OK. source du problème. Mais si on doit se fier uniquement sur l'aspect normatif, lorsqu'on va toucher à l'armoire électrique, ils devront répondre à un certain nombre de normes. Donc la première chose, on va mettre un disjoncteur différentiel. Ensuite, chaque circuit doit être protégé. On a des disjoncteurs de 10 ampères, de 16 ampères, de 32 ampères, en fonction de la puissance qu'il va falloir délivrer. Donc cette puissance va être délivrée selon une section de câble. Le fameux tuyau, on va prendre le gros tuyau, petit tuyau, etc. Une fois qu'on a mis sur chaque circuit un disjoncteur, ce circuit va être équipé de systèmes qui vont protéger à la fois les personnes et à la fois les biens pour éviter qu'ils continuent à être alimentés si jamais il y a un problème dessus. Je prends le cas le plus fréquent, ce sont les feux de type machine à laver. Souvent, moi j'ai déjà été sur des départs feu où on a des gens qui n'ont pas suffisamment de prise dans leur buanderie. Ils rajoutent une multiprise et ils branchent leur machine à laver sur la multiprise. Donc qu'est-ce qui se passe? Naturellement, c'est pas fait pour ça. Même s'il y a qu'un seul élément de brancher sur la multiprise, c'est pas fait pour ça, parce que la machine à laver va tirer beaucoup d'énergie. Donc ça va fonctionner pendant un certain temps, et au bout d'un moment, ça va chauffer à l'intérieur. Donc les câbles vont commencer à fondre. Et quand ils vont fondre, ils vont se mettre en court-circuit. OK. Donc là, logiquement, le disjoncteur est censé sauter. Mmh. Donc sur une installation récente, lorsque vous allez remonter le disjoncteur, ça va ressauter. Oui. Par contre, il y a des petits malins qui se disent « Ah ben ça a sauté, je remonte encore ». La règle, c'est que dès que ça saute une première fois, on remonte, ça ressaute, il faut arrêter là. Il y a forcément une raison, quoi. Faut Il y a une changer la raison, il source. faut faire appel à un professionnel pour pouvoir identifier la cause. Qui va être facile là, dans ce cas-là, ça va être la multiprise. Par contre, il y a des gens qui se disent « Ah ben, j'ai remonté une première fois, ça a sauté. J'ai remonté une deuxième fois, ça a sauté. J'ai remonté une troisième fois, ah ben ça tient, donc c'est que le problème est réglé. » Donc là, on va pas se poser plus de questions que ça. Cependant, le problème, il est toujours d'actualité. Et donc là, la multiprise va commencer à chauffer. Oui, de trop. Tout le monde va dormir, tout va bien. La multiprise continue à chauffer. Et là, il y a un dégagement de fumée. Le dégagement de fumée va entraîner la diffusion d'une chaleur. Et cette chaleur va embraser d'autres éléments qui se trouvent à proximité, qui seront plus combustibles. Tout ça à cause d'une multiprise. Tout ça à cause d'une multiprise. C'est la raison pour laquelle, de nos jours, les disjoncteurs, en plus de ce système pour pouvoir sauter lorsqu'il y a ce type de déconvenu, court-circuit, il va y avoir ce qu'on appelle une protection thermique. Donc lui, il va détecter aussi la chaleur sur les câbles. Dès qu'il y a chaleur, il va disjoncter. Alors naturellement, le prix du disjoncteur n'est pas le même. Alors souvent, lorsqu'on va dans les magasins de bricolage, on a des disjoncteurs à tous les tarifs. Ça va du simple disjoncteur à 10 € au disjoncteur à 60 €.
pour la même capacité. On discutait avec, Ulrich dans un autre podcast. Il disait D'accord? ça, que certains vont commander des disjoncteurs pas chers et faire certains travaux alors que c'est toute une histoire de Voilà. normes, hein. Après, il faut pas regarder seulement le «c'est cher, c'est pas cher». Mmh. Il faut regarder Surtout dans ces cas-là. l'utilisation qu'on va en faire. Si, vous avez un besoin unique, une prise, vous branchez un téléphone dessus, bon, la puissance tirée n'est pas importante. Vous savez que c'est qu'un téléphone que vous allez brancher dessus, ça peut passer. Mmh. Par contre, si c'est pas vous le prochain locataire ou le prochain propriétaire, lui il va pas se poser de questions. Il voit une prise, il va brancher ce qu'il a à brancher Mmh. dans ce lieu-là. Et là, c'est là où ça commence C'est à vrai que ça pose devenir problème. voilà. Alors, on a parlé du coup de la rallonge, mais il y a aussi, tu sais, les détecteurs de fumée. Légalement, on est censé en mettre et cetera et tu en as parlé rapidement. Mais, où dans l'idéal il faut les placer et combien il faut prévoir par logement? Alors tu as dit tout à l'heure 2 par logement, c'est ça? Alors, il faut alors le savoir que tout ça, ce sont les assurances qui demandent Mmh mh. à ce que ce soit installé. Par voie de les députés ont voté des lois et cetera. L'Assemblée a voté des lois pour pouvoir justement installer donc du coup des détecteurs autonomes dans les logements de type habitation. Alors, idéalement, comme je disais, moi je conseille de l'installer surtout devant le tableau électrique. S'il y a plusieurs tableaux électriques, en mettre au minimum un devant chaque tableau électrique, parce que c'est l'une des premières causes. Même si le tableau est récent et qu'il répond aux normes, faut savoir que c'est quand même potentiellement un lieu qui C'est le lieu le plus risqué quoi dans la voilà, maison. Ah ouais, exactement. j'aurais pas pensé. Alors je prendrai un cas personnel. Chez mon père, ils ont changé, comme tout le monde, hein, les compteurs Linky. Mmh. Par des professionnels. Oui. Sauf que, ils ont changé, ils ont peut-être pas serré suffisamment les câbles. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pendant un certain temps, ça a fonctionné, une semaine, et puis Ah, ça a commencé à faire des arcs électriques. Mais moi, j'avais installé un détecteur juste à côté du tableau électrique, de l'arrivée électrique. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit: «Je comprends pas, il y a quelque chose qui sonne, je sais pas ce que c'est. Mais ça s'arrête pas, je sais pas où». Je dis: «Écoute, identifie où est-ce que ça sonne, là où c'est plus fort». Ah, il continue, il cherche dans la maison et puis il me dit: «Ben là, ça sonne fort». On est en visio, et je lui dis: «Ben, tu vois là-haut là? Coupe-moi l'électricité OK, et tu appelles EDF pour qu'ils puissent faire le nécessaire». OK. Ouais, donc ça a évité en fait le départ peut-être d'un incendie? Alors, EDF est intervenu très rapidement. Quand ils sont intervenus, ils ont ouvert le boîtier Linky, l'entrée où étaient branchés les câbles de puissance qui viennent de la chaussée, et ben cette entrée-là était déjà noire. Waouh, OK. Donc le détecteur a rempli son rôle. Mmh. OK, je placerai le mien en rentrant ce soir, devant le détecteur de Alors donc le disjoncteur. je conseille d'abord les tableaux électriques. Par contre, au niveau des chambres, il est bien de les mettre dans les circulations communes aux chambres. Pourquoi? Parce que ça permettra d'avertir quand même si jamais souvent la porte de la chambre elle est fermée. Donc si jamais il y a le feu dans le couloir, ben au moins on sait que, il y a déjà de la fumée Mmh. dans cet espace-là. Il faut pas oublier que lorsqu'on est en appartement, on vit pour soi, on vit chez soi, mais on vit en communauté. Lui aussi, c'est bien. Donc le feu peut partir de notre appartement et Mmh. donc il est important, comme son nom l'indique, de mettre un détecteur proche de la porte d'entrée. Bah, tu me rappelles une anecdote, vécue par mes parents qui avaient, justement ils le soir, hein, ils sentent de la fumée, par la fenêtre de leur chambre et puis ils regardent donc par la fenêtre, ils voient qu'il y a beaucoup de fumée qui sort. Donc ils vont toquer à l'appartement du bas, et la dame, elle vient, déjà elle trouve pas ses clés, donc bon, bref. Elle finit par ouvrir et elle dit: «Non, non, vous inquiétez pas, j'ai arrêté le feu et tout ça» et en fait, qu'est-ce qui se passait? Et le matelas dans sa chambre avait pris feu Ah, et elle a mis de l'eau dessus et elle a fermé la porte de la chambre et elle a laissé ça comme ça et ça faisait tellement de fumée qu'ils ont dû appeler les pompiers. La dame n'a pas vu le risque, hein. mmh. Elle aurait pu être intoxiquée puisque si elle avait dormi dans l'appartement. Ils ont appelé les pompiers qui ont enlevé le matelas, qui ont versé, de l'eau, je sais pas quelle, matière, dessus et jusqu'au lendemain, ça continuait à fumer. Mmh. Ah,
C'est effectivement, mais ça met en lumière aussi la qualité des matériaux. Donc effectivement, on aura des matériaux à toutes les gammes de prix. Mmh. On parle de matelas, souvent les matelas de l'époque, c'était de la mousse. Mmh. Aujourd'hui, Ça c'est plus brûle bien. possible. C'est plus possible parce que non seulement c'est cancérigène, mais en plus de ça, ça brûle très vite. Mmh. Aujourd'hui, tout du sol au plafond, on doit répondre encore une fois à des normes Oui. qui sont là parce qu'il y a eu des précédents. Mmh. Oui, je comprends. Est-ce qu'il faut d'ailleurs un détecteur de monoxyde de carbone, même si on n'a pas de cheminée ou de système de chauffage? Alors, le détecteur de monoxyde de carbone, souvent va avec aussi un détecteur de CO2. En type habitation, ce n'est pas obligatoire. Je parle chez nous aux Antilles, parce qu'on n'a pas de cheminée, on n'a pas tout ça. Et aussi parce que chez nous, on a tendance à ventiler beaucoup. Alors, le monoxyde de carbone, la particularité, c'est que ça ne se voit pas, ça se sent pas et ça tue. Mmh. Alors, comment on peut s'en rendre compte? Souvent, ce sont les enfants qui s'en rendent compte avant nous. Parce que Mmh. non seulement ils sont plus bas, ils sont plus petits que nous, mais souvent ils savent pas exprimer ce qu'ils ressentent. Donc souvent ce sont des maux de tête, des maux de ventre. Parfois, ils extériorisent, ils vomissent. Donc ça, ce sont les premiers signes qu'il y a une accumulation importante de monoxyde de carbone. Alors, il faut savoir que en habitation, ce n'est pas obligatoire. En revanche, lorsqu'on va dans une crèche, dans des lieux d'enseignement, etc., c'est une obligation d'en avoir. OK. Depuis, alors c'est tout récent, hein, c'est depuis 1er janvier 2023, tous ces lieux-là sont obligés d'en avoir parce que dès qu'ils reçoivent des enfants de moins de 6 ans, Mmh. ça présente un danger important. Parce qu'à moins de 6 ans, les enfants ne sont pas tous en capacité de dire Oui, qu'ils ont des ils se sentent pas symptômes. très bien. Mais d'où vient ce monoxyde de carbone? Alors le monoxyde de carbone, c'est une accumulation c'est un gaz inodore, incolore, qui part du bas du sol et puis qui monte au fur et à mesure. C'est comme, on va imaginer un matelas d'air chaud, de gaz un peu qu'on respire, qu'on produit nous aussi, puisqu'on produit du CO2 lorsqu'on respire. On inspire de l'air frais et on rejette du CO2. Mais dans ce CO2, il y a des particules de carbone qui vont avoir tendance à se stocker au sol, puisque c'est plus lourd que l'air. Au fur et à mesure, si on n'aère jamais une pièce et on y vit, on passe sa vie là-dedans, mais au fur et à mesure, le matelas va gonfler, gonfler, gonfler. Ah oui. Et donc, quand on va se coucher dans ce matelas-là, et donc forcément, l'oxygène qui se trouve à cet endroit-là va se raréfier. Et donc, quand il y aura manque d'oxygène, à un moment donné, on va s'évanouir et on ne s'en rendra forcément pas Je compte. sais pas pourquoi j'étais persuadée que le monoxyde de carbone, ça venait de l'utilisation d'appareils ou quelque chose Alors, comme il y a des appareils qui dégagent du monoxyde de carbone. On peut s'en rendre compte, hein. Par exemple, un grille-pain. Un grille-pain dégage à la fois du CO2, à la fois du monoxyde de carbone. OK. Alors, le monoxyde de carbone, comme son nom l'indique, c'est un atome de carbone pour un atome d'oxygène. Mmh. CO. Donc, si j'ai un atome de carbone, un atome d'oxygène, je ne peux pas respirer. Mmh. Donc, le carbone va s'accumuler, va bouffer l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Donc, pour pouvoir diminuer la concentration de carbone dans une pièce, on conseille souvent d'aérer. Alors, le problème, c'est que qu'on va dans les pays froids, lorsqu'il y a des cheminées et autres, lorsqu'on on met des bûches à Mmh. chauffer, on va dégager du carbone. Lorsque ça brûle, c'est du carbone. Ça va s'accumuler au niveau de la suie, donc c'est la fameuse fumée noire qu'on voit, enfin l'épaisseur noire qu'on voit à l'intérieur des cheminées. Ça va s'accumuler. À un moment donné, quand il y aura trop d'accumulation, on atteint ce qu'on appelle un point de non-retour. Et là, ces particules-là, qui sont comme du charbon, ça va s'embraser de manière instantanée. Ah oui. OK. Donc c'est pour ça que c'est très important. Donc au-delà de l'aspect humain ou lorsqu'il y a une personne qui est en présence de CO régulièrement, les premiers symptômes, ça va être des maux de tête réguliers. OK. Donc une fois qu'on a ça, il faut se poser la question de l'aération. OK. Ensuite, il y a d'autres symptômes, ça dépend des personnes et des pathologies qu'ils ont.
Oui, en tout cas, nous, aux Antilles, il faut aérer. Voilà, on va retenir On a ça. très rarement ce problème-là ici aux Antilles parce que, Oui, justement, on aère régulièrement. c'est ça. Là, concrètement et ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure, si par exemple, justement, dans la cuisine, tu as un feu qui démarre et cetera, comment réagir concrètement? Tu vois, si ta plaque gaz ou électrique, comme on disait, avec l'huile sur le feu? Alors, il y a plusieurs, enfin, on va pas s'étaler sur tous les cas, Mmh. mais s'il y a un danger qui vient à se poser, il faut prendre le temps d'analyser la situation avant d'agir. Si vous avez un feu d'huile, on va pas jeter de l'eau dedans. Non. Faut rappeler ça d'ailleurs. Alors, faut le rappeler, ça peut paraître C'est pire. évident, Mmh. mais si vous rajoutez de l'eau dans de l'huile, ça n'éteindra pas, ça va disperser l'huile. Et Ça le va même le 1er l'envoyer, risque le en premier risque, c'est ouais, que ça s'embrase, éclabousse. ça s'éclabousse et ça s'embrase sur vous. Donc on va faire ce qu'on appelle l'étouffement. Savoir que pour qu'il y ait feu, il faut 3 éléments. Il faut à la fois le combustible, il faut du comburant et il faut l'énergie d'activation. Concrètement, ça va être, pour qu'il y ait un feu, il faut qu'il y ait le carburant, je vais prendre des cas simples pour qu'on puisse comprendre. De l'essence. Ben, l'essence tout seul n'est pas dangereuse. Par contre, pour pouvoir allumer l'essence, il faut Une étincelle? une étincelle. Ah, ça peut être une allumette. Mais pour que l'allumette puisse craquer et se mettre en route, il faut de l'oxygène. Mmh. Si on enlève un des 3 éléments OK, de ce triangle, il n'y a plus de feu. Et l'élément sur lequel on va agir le plus facilement, c'est l'oxygène. OK. C'est Pas pour ça que tu d'oxygène, parlais pas de feu. d'étouffement. Mmh. Voilà. Donc, lorsqu'on aura, par exemple, une poêle qui va s'embraser, avec de l'huile, singulièrement, on va agir en mettant un torchon bouilli. Mmh mh. Idéalement, faut éviter le synthétique, parce que le synthétique, ça brûle. Oui, Donc, on va prendre un torchon dans une en matière un peu coton. composite, coton, qu'on va mouiller. On va positionner ses mains côté intérieur du torchon de manière à pouvoir déposer le torchon sur la La marmite casserole ou la quoi, casserole. OK, Et on va pas y toucher jusqu'à ce que les flammes s'éteignent et que la OK. Oui, température, faut pas découvrir. voilà, Mais même une, parce que ça m'était arrivé donc, on a mis le couvercle en métal. c'est très bien aussi. Ouais, C'est pour, très bien aussi parce que on étouffe le feu. voilà, c'est ça. Il va se consumer. Alors, je pense que on a peut-être tous fait ça dans notre enfance. On a une bougie. On a Mmh. une bougie qui est souvent on mettait ça dans des soucoupes. Mmh mh. La bougie brûle, enfin la bougie est allumée. On prend une cloche en verre, on met au-dessus de la bougie, la flamme s'éteint Mmh. parce Que qu'on a supprimé l'oxygène. l'oxygène. Elle s'est consumée en elle-même. Et si c'est au tableau électrique? Alors si c'est au tableau électrique, normalement, le tableau est censé disjoncter. Si c'est pas le cas, Mmh. on va disjoncter. Alors souvent, c'est pour ça qu'on met les compteurs à l'extérieur du tableau électrique. Vous avez le tableau électrique et au-dessus, vous avez un disjoncteur Mmh. différentiel. Mmh. Ah oui, C'est oui, je ça me qu'il faut. demandais pourquoi c'était différent Voilà. d'ailleurs. Alors, c'est différent parce que ça va protéger l'ensemble de l'installation. Mmh. Donc, on appelle ça compteur d'abonnés également. Ouais, bah, oui, mais s'il est au-dessus et que le feu a pris dedans, ça pour, C'est pour ça qu'il faut c'est les faire de la pompiers là, on peut rien prévention. faire. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire de la prévention. D'accord. Hem, Imaginons que je décide, je pars en vacances, d'accord? Est-ce qu'il y a des vérifications de base que chaque personne devrait faire pour, enfin avant de quitter sa maison, Alors, ça peut faire en sourire. prévention? Ça peut faire sourire, mais évitez de laisser des appareils électriques branchés. Ouais. C'est vrai que c'est logique, mais que on Alors, le il fait y a pas. encore quelques habitations qui fonctionnent encore au gaz, notamment pour tout ce qui est réchaud. Mmh. On ferme tout ça, on débranche tout ça, et de manière à ce qu'il y ait aucun élément qui soit susceptible de. Ouais, le moins de risques possible. Voilà. Ça peut être compliqué, hein, parce que Mmh. on a une bouteille de gaz. La bouteille de gaz, souvent, il y a un détendeur. Mmh. Très peu de gens savent que le détendeur, c'est pas à vie.
Un détendeur, ça se remplace, selon un cycle de vie, il y en a 10 c'est 10 C'est ans, vrai d'autres c'est que 15 ans. tu peux expliquer vraiment c'est quoi le détendeur? C'est Non, le détendeur, c'est le tuyau blanc ou mmh jaune selon le type de gaz qu'on utilise, qui sort de la bouteille de de gaz et qui va sur la plaque chauffante ou sur mmh le four. Il y a une date dessus? Il y a une date dessus, Mmh. il y a une date de fabrication et cette date de fabrication, faut compter 10 ans de plus OK. ou 15 ans, ça dépend du fabricant, pour dire: «Ben voilà, ça, il faut le remplacer». Alors le risque, c'est quoi? C'est qu'on ait des fuites de gaz Mmh. qu'on ne voit pas, on va sentir peut-être une odeur de Ouais, gaz, un petit on peu. va se dire: «Oui, mais c'est parce que je viens d'ouvrir je viens d'ouvrir la plaque, donc c'est pour ça que ça sent le gaz». OK. Mais c'est pas forcément ça. Ça peut être une fuite de gaz sur le tuyau qu'on ne voit pas, qu'on sent, mais qu'on ne voit pas Mmh. et pour lequel on ne portera pas notre attention. OK, Donc toujours fermer les bouteilles de gaz quand on part, même pour une courte durée, OK. même pour une courte durée. Ouais. Non, tu as raison. Non, fallait vraiment qu'on appuie dessus et déjà le détendeur, j'avais déjà entendu cette notion que, il faut changer, le Régulièrement, câble. c'est ça. Donc tu as dit tous les 10 ans C'est ça. max? Alors, ça dépend du fabricant, mais c'est entre 5 et 10 ans. D'accord, OK. Ah Alors ouais. naturellement, tout est une question de prix. Celui Encore? Oui. voilà, alors il y en a qui Question de voudront qualité, quoi. voilà, en fait, ça répond quand même à certaines normes. Par contre, il y a certains fabricants qui vont utiliser des matériaux qui sont, plus, je vais dire, qui sont de bonne qualité, mais sur une courte durée. OK. Donc il va préconiser un remplacement plus régulier. Donc forcément, le coût sera moins cher parce qu'on devra le remplacer plus régulièrement, de manière cyclique plus régulièrement, plutôt qu'un produit qui sera plus cher, qui va durer peut-être 10-15 ans. OK. Là, je voulais faire une petite, aparté pour, les établissements qui reçoivent du public et je voulais que tu puisses nous dire quels sont les dispositifs indispensables à installer, dans un établissement recevant du public. Parce que du coup, il y a des gens, tu vois, on va ouvrir notre boutique et cetera, nous ce qui nous l'idée qu'on a, c'est que voilà, on va pouvoir vendre nos produits ou bien lancer notre activité, mais il y a quand même des choses à respecter, donc Tout à fait. Alors, effectivement, donc, on n'ouvre pas un établissement qui va recevoir du public comme on pourrait, rentrer chez soi et c'est ça. puis, dire: «Bah, on va regarder la télé». Chaque établissement, s a ses normes. Donc on a depuis le 25 juin 1980, c'est la date à laquelle, on a décidé, les instances publiques ont décidé de mettre en place une normalisation pour pouvoir, prévenir des accidents domestiques et des accidents, dans des lieux recevant du public. Mmh. Donc, depuis le 25 juin 1980, de manière régulière, on va étudier les accidents et au fur et à mesure, on va faire évoluer les normes. C'est ainsi que les établissements recevant du public doivent faire l'objet, au préalable, avant de mettre en place, avant l'ouverture, il doit y avoir une commission de sécurité qui doit passer pour pouvoir valider donc du coup l'ouverture de l'établissement avant réception du public. Pour ce faire, en amont, va falloir se faire accompagner Mmh. d'architectes, souvent d'architectes de sécurité, de professionnels, de l'incendie, mais ça c'est à tous les domaines, aussi bien électrique, incendie, c'est un ensemble et cet ensemble doit, correspondre à une réglementation. Cette réglementation va imposer la mise en place d'un système de sécurité. On parle on va pas parler de bas de gamme, mais on va parler de adapté aux risques encourus. OK, ouais. Donc, si on a une C'est petite des boutique, niveaux de risque, voilà, quoi. si on a une petite boutique, ça va être un établissement recevant du public, mais le risque va être modéré. Mmh. Donc, pour ce faire, on va dire, ben, il nous faut un moyen d'alerte et être alerté. OK. Bon, donc souvent, on va se retrouver avec un déclencheur manuel. Pareil, on doit pouvoir lutter contre un incendie et éviter la panique dans cet établissement. Pour ce faire, on va mettre en place, beh, des extincteurs. Alors, si on met des extincteurs et qu'on ne sait pas s'en servir, ça sert à rien. Donc il va Oui. falloir que les personnes qui sont affectées donc du coup à cette boutique, à ce magasin, soient formées et Oui. formées de manière régulière à l'utilisation de ces équipements. C'est obligatoire d'ailleurs. Ah, c'est tout à fait obligatoire Mmh. et ça doit être cyclique. D'ailleurs, c'est la première chose que les pompiers demandent.
est-ce qu'on peut avoir le certificat de formation, Ah oui? l'attestation de formation du OK. personnel? Alors, il y a plusieurs entreprises qui le font, hein, Mmh. et parfois même, certaines entreprises, proposent que ça soit intégré dans le plan formation de la Oui, société. je comprends. Mais du coup, tu parlais, de des détecteurs donc, déclencheurs, tu as dit, d'alarme Déclencheur manuel. manuelle. Il y a certainement des extincteurs à mettre, par exemple, Tout à fait. des alarmes incendies aussi qui vont Alors, sonner. ce que je veux dire, oui. Voilà, si c'est des grandes surfaces, parce que tu as dit ça dépend, il y a si tu on est en je sais pas, au dernier étage, il y a du désenfumage aussi? Alors, Des comme je disais, ça dépend vraiment des locaux. Alors, faut savoir que dans la norme, on classe les bâtiments en catégories, en 2 grandes catégories, et on les classe en 5 catégories et on les classe en 2 groupes. Il y a le premier groupe et il y a le deuxième groupe. Ça va dé ça va, impliquer, le nombre de personnes admissibles dans l'établissement. Donc la cinquième catégorie, c'est jusqu'à un certain nombre de personnes, la deuxième jusqu'à un certain nombre, et la plus grande catégorie, c'est la catégorie 1 qui comporte plus de 5 000 personnes. oui et dans ces cas-là, en fait, les dispositifs indispensables sont enfin, il y en a plus, Voilà, mais alors ça fait l'objet de contrôles spécifiques, d'une étude spécifique, pour pouvoir mettre en place des systèmes pour permettre aux personnes de pouvoir évacuer en toute sécurité. Alors on entend par ça des systèmes qui vont à la fois ralentir la progression des fumées, mmh. à la fois de permettre l'évacuation des personnes, les fameuses sirènes. Ralentir les fumées, ça va être des portes coupe-feu. Et en même temps, si on évacue et qu'on a les fumées dans les yeux, on va pas pouvoir aller bien loin. Mmh. Donc on va mettre en place des systèmes de ventilation pour pouvoir extraire les fumées Mmh. et en même temps ramener de l'air frais pour pouvoir évacuer en toute sécurité vers les issues de OK, secours les plus proches. entendu et si par exemple j'ai une simple boutique avec des dispositifs simples comme extincteur, bloc de secours, à quelle fréquence je dois les contrôler pour les entretenir? Alors, ça encore, c'est normé. Mmh. Tout ce qui est extincteur, c'est au minimum une fois par an. OK. Tout ce qui est alarme incendie, si c'est une petite boutique à part entière, une fois par an. En revanche, si cette boutique elle est intégrée dans un centre commercial, le centre commercial va imposer un certain nombre de passages. Mmh. Alors, minimum 2 fois par an, d'accord? Donc, ap il faut pas considérer juste: «Ah ben, je fais ma petite boutique à l'intérieur du centre commercial, je suis tranquille». Non, c'est: je fais ma petite boutique, mais je suis obligé de protéger aussi les Les autres. voisins Mmh. et les personnes qui circulent à l'intérieur de l'établissement. Donc pour ce faire, je dois me plier aux règles les plus importantes de l'établissement. Bah, on en parlait justement dans un, précédent podcast à propos d'un incendie, qu'il y a eu récemment sur, la marina en Guadeloupe et qui a concerné plusieurs locaux professionnels et on parlait justement de ça, du problème de la diffusion du feu entre les différents locaux et du coup, de l'intérêt de ces normes-là concernant comment on appelle ça encore? La protection, une Protection des heure, comment? La coupe-feu, Oui, tout ce le qui est, loco coupe-feu. Alors c'est bon, je vais pas m'étaler sur l'aspect purement réglementaire, l'aspect normatif, mais concrètement, pour faire simple, j'ai plusieurs lots, on va dire plusieurs magasins, plusieurs restaurants côte à côte. La réglementation, elle est simple, elle dit: «Ben, dans chaque établissement, je dois pouvoir alerter et être alerté d'un incendie». mmh. Par contre, d'un établissement à l'autre, je dois être coupe-feu. Je dois répondre à un certain nombre de normes. Mais coupe-feu, ça veut pas dire seulement, ben, le feu va arriver là, il va rester là, il va dire: «C'est bon, je suis là, je ne vais pas plus loin». Non, il va être coupe-feu pendant un certain temps. En revanche, si ça dépend de où part le feu. Mmh. Si ça fait Je dis n'importe quoi, si ça fait 2 heures qu'il y a un incendie dans un petit local, ça se consume, ben, à un moment donné, il va vouloir aller chercher de l'oxygène ailleurs pour pouvoir grandir. Eh ben, il y a peut-être des faiblesses avec le temps dans l'établissement à côté, ben, il va aller voir ce qui se passe à côté. Et pour citer le cas que tu as émis tout à l'heure, le problème, c'est que lorsqu'il y a un groupement d'établissements plein pied, donc c'est-à-dire sable rez-de-chaussée,
les fumées vont toujours monter, donc forcément vont s'échapper par la toiture, Mmh. qui souvent est commune. Ah! Donc comme cette toiture est commune, Mmh. les bâtiments anciens avaient de grandes charpentes et c'est du bois. C'est comme Donc ça ils que ça étaient pas transmet, stables au feu. Alors, encore une fois, comme les normes, si je on va dire ça fait 30 ans que j'ai un établissement, mmh il n'y a jamais rien eu. Il y a Ça 30 passe. ans il y a 30 ans, les normes n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui. Je fais aucun travaux dans cet établissement. Je n'ai pas l'obligation de réaliser des travaux Ah oui? de mise en conformité de sécurité incendie. Cependant, le bureau de contrôle va émettre Un avis défavorable. il a un devoir de conseil et d'alerte en disant, ben voilà, attention, là, votre établissement, il a plus de 30 ans, le risque, c'est ça, votre toiture n'est pas stable au feu, etc. Ah oui. Donc, si la toiture n'est pas stable au feu, ça présente un risque pour les personnes qui vont y entrer. Mmh. Si le toit s'effondre sur les gens parce qu'il y a eu un incendie, il peut y avoir des morts. Et s'il y a des morts, c'est plus la même chose. Là, tu dirais que c'est la responsabilité de qui, sans vouloir citer vraiment l'événement dans les détails, mais si c'est passé d'un est-ce que le responsable, c'est là où est parti le feu ou bien est-ce que c'est le fait aussi de ne pas avoir pu le stopper et que la transmission se soit faite, Alors, c'est vraiment au cas par cas. Je pourrais pas me prononcer là-dessus, puisqu'il y a des enquêtes qui sont en cours et ce sont les enquêtes qui vont révéler donc du coup les causes probables de l'incendie. Cependant, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il y a l'aspect de la vétusté, l'aspect de la date de création de l'établissement, l'aspect visite de maintenance, visite régulière de maintenance à tous les points, que ce soit contrôle électrique. Tout à l'heure, j'ai parlé de serrage. C'est pas anodin. Le serrage des bornes électriques, c'est un électricien qui doit le faire de manière régulière. Parce qu'une borne pas serrée, on a tous fait l'expérience, on a un chargeur qui n'est pas bien branché. bzz. Donc, on entend bzzz. Eh ben, ça, le bzzz, c'est de l'échauffement. Et qui dit échauffement électrique, dit à un moment donné que ça peut prendre le feu. Ben, j'ai des personnes dans la communauté qui me parlent d'interrupteurs qui grésillent Ah, quand on change, c'est très bien ça. Ça, c'est le premier départ de feu. Donc, il faut faire intervenir Ah, mais là, c'est l'électricien sûr. pour pouvoir régler le OK, problème. donc tous ceux qui m'ont parlé de ça dans la communauté, faut faire intervenir un électricien Alors chez après, ça, c'est pas non plus très compliqué. Cependant, on peut pas jouer avec ça. Il est préférable de ah oui. laisser un professionnel le faire. Oui. Et je rappelle de surcroît, on n'intervient jamais sur un circuit électrique sous tension. Donc pour ça, Oui, j'avoue. l'électricité du disjoncteur principal. C'est C'est logique pour moi, l'intervention. c'est vrai, mais oui. C'est logique, mais il faut quand même faire très attention à ça. D'accord. Faut pas oublier que l'électricité, lorsque ça traverse le corps, c'est des brûlures irréversibles. Mmh. Donc ça, il faut faire attention. Interne en plus. Interne, tout à fait. OK. Et je voudrais juste revenir sur un point. Tout à l'heure, on a parlé donc d'établissements qui subissent donc du coup, qui peuvent subir des incendies. Tout établissement peut recevoir, qui reçoit du public et assujetti donc du coup à un certain nombre de normes. Les vérifications régulières se font par des professionnels sur chaque domaine, aussi bien pour les blocs secours, les extincteurs, les systèmes incendie, l'électricité, s'il y a un ascenseur, les ascenseurs, tout ce qui peut être utilisé par le public, de près ou de loin d'ailleurs. Et ça doit être consigné dans ce qu'on appelle un registre de sécurité, qui est obligatoire pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de type code du travail. On va au travail, on le sait pas, on s'installe derrière son bureau, mais cet établissement, pour pouvoir recevoir des travailleurs, Mmh. on appelle ça des ERT, établissements recevant des travailleurs, ben, il faut qu'on soit aussi aux normes. Bah oui. Pour savoir, ben, le jour où ça sonne, pas se dire, ah ben, c'est encore l'alarme qui sonne. Non, il faut évacuer parce que, ben, il y a potentiellement un danger. Ah oui, c'est tout ça est normé. Tout ça est normé et doit être consigné. C'est le registre de sécurité qui fait froid. Alors, j'insiste, hein, tous les ERP, tous les établissements qui sont susceptibles de recevoir des personnes doivent avoir un registre de sécurité renseigné. OK. Ça, c'est Merci clair. Mike. J'espère que ce sera entendu. Mais alors, on va revenir un peu à la maison.
tu vois? Et j'aimerais savoir comment on pourrait concilier esthétique et sécurité incendie, dans l'aménagement intérieur? Parce que il y a bien sûr des matériaux qui vont être un peu plus, enflammables que d'autres. Donc dans les établissements incendie publics, il y a des normes justement à respecter par rapport à tout ce qui est matériaux, que ça soit les peintures, les sols et cetera, OK? Même les plafonds. Mais à la maison aussi, est-ce qu'il y a des matériaux genre que tu déconseilles beaucoup, Alors, je vais pas m'engager sur, il y a des matériaux que je déconseille ou pas. Faut savoir que tous les matériaux qui sortent sur le marché, comme je l'ai dit, font l'objet, normalement, de contrôles stricts. Mmh. Sinon, on les mettrait pas en vente et les établissements ne seraient pas, autorisés à ouvrir pour mettre en vente, ces produits-là. Cependant, il y en a qui sont de qualité différente. Il y a des matériaux qui sont peut-être un peu plus inflammables que d'autres. Et pour ça, il faut savoir qu'il y a un minimum réglementaire. Mais le minimum réglementaire, lorsque c'est installé dans les règles de l'art, suffit à ralentir la progression du feu et permettre aux personnes d'évacuer. Après que les biens brûlent, c'est embêtant, mais on a des assurances pour ça. Mmh. Par contre, si il vient à se passer un problème sur quelqu'un, donc humaine, eh ben, ça peut être compliqué. Mmh. OK, et du coup, on t'a bien écouté, et cetera, et on va tout à l'heure, parler d'ailleurs de la partie, bring your home, tu vois? Tu ramènes tes choses de chez toi. Moi, on en parle tout à l'heure, j'ai encore quelques questions avant ça. Heu, Est-ce que, on pourrait dire, qu'on en fait un peu trop, tu vois, autour du risque incendie? Par exemple, ton détecteur de fumée. Alors je dis ça, la personne lambda, hein, qui se dit ça dans sa tête, hein. Je ne me dis pas ça, c'est Je bien te revenir. mais la personne lambda qui se dit, «Mais mon détecteur de fumée a déjà crié, il crie tellement que je l'ai arrêté, j'avais les piles et fini avec ça», tu vois? Est-ce que, je me mets à sa place? Est-ce que c'est risqué? Tu me diras: «Oui, c'est logique», mais, est-ce qu'on n'en fait pas trop, tu vois, sur cette histoire d'incendie? Alors, au risque de te surprendre, je pense qu'on n'en fait pas assez. OK. Et je pense qu'on n'en fait pas assez, parce que c'est un problème de santé publique. On peut très bien être, super aux normes, avoir pensé à tout dans son logement et le logement d'à côté, ben, c'est tout l'inverse. Mmh. Mmh. Donc Chacun est responsable. chacun est responsable. C'est très bien résumé. Mmh. Chacun est responsable. Cependant, on traverse un espace commun. Souvent, ce sont les couloirs, les escaliers qui sont communs à l'ensemble du bâtiment. Et ça, qu'on le veuille ou non, si le voisin n'a pas fait le nécessaire pour Mmh. avoir des matériaux de qualité, avoir des installations électriques, au bout du jour, avoir une vie assez saine, ça va nécessiter naturellement un budget, eh ben, on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne marchera toujours pas. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est surtout de pouvoir, au-delà de l'esthétique, de pouvoir, il faut que ce soit fonctionnel. Je dis n'importe quoi, si on a des pièces en enfilade, il est évident que si on est tout au fond Mmh. et qu'il y a un incendie, on n'aura pas d'autre choix que de traverser une zone enflammée. Ou les Donc grilles les sur les fenêtres. Moi, ça m'a toujours fait peur ça. ou les grilles sur les fenêtres les grilles sur les fenêtres. Même les jalousies Securite là, les Alors fameuses, les jalousies sécurité, c'est une très bonne chose qui permet quand même de pouvoir sécuriser de manière contre les intrusions oui, extérieures. Par contre, en cas d'incendie, on peut pas sortir, hein, d'accord. la bonne chose, c'est qu'on peut se signaler quand même, puisque ça s'ouvre. On peut se signaler de l'extérieur, enfin à l'extérieur. Ça permet aussi le pompier de pouvoir intervenir rapidement et surtout de ramener leurs frais. Ils vont pas sortir. On peut pas sortir, mais par contre, il convient, c'est pour ça que je dis qu'on n'en fait jamais assez. Si on formait les gens au travers de petites rencontres informelles, on formait les gens au risque incendie Mmh. et à la conduite à tenir en cas d'incendie. Alors peut-être que ça pourrait faire évoluer les mentalités Mmh. et évoluer aussi, notamment au travers d'architectes d'intérieur, des designers, pour pouvoir organiser
les espaces et les lieux de manière à ce que ce soit le plus sécuritaire possible. Mmh. La mise en place de grilles, c'est très bien. La mise en place de faire sécurité, enfin de jalousie sécurité, c'est bien. Mais si derrière on peut pas évacuer, ça n'a pas de sens. Si derrière on n'a pas, je dis n'importe quoi, quelque chose qui peut peut-être casser les vitres, Ouais. ça Je n'a pas de vois. sens. Des Il faut dispositifs supplémentaires voilà, comme les grilles, pourquoi pas, mais peut-être des grilles qui s'ouvrent avec une petite clé, par exemple. de l'intérieur, Voilà. qui vont voir que de l'intérieur. Mmh. Ça existe. Alors, pareil, il y a des moyens techniques sécurisés. Après, bon, on a vu, hein, même au Louvre, hein, il y a des gens qui arrivent à rentrer, mais il y a des moyens pour ralentir la progression OK. des intrusions extérieures. Bon, là, je l'ai pris, à la légère pour prendre la personne lambda, mais j'aimerais rappeler une stat que j'ai été chercher, que j'ai trouvée, qui dit que chaque année, en France, plus de 300 000 cas d'incendies domestiques sont déclarés par les sapeurs-pompiers et qu'ils causent près de 460 décès et près de 10 000 blessés et brûlés. Voilà, 2022, L'INPES, ça évolue. 2021, ouais. L'INPES et en fait, en sachant que être blessé, c'est quelque chose, être brûlé, c'est autre chose, hein, je veux te dire, c'est Alors, faut faire attention à ça. Et mmh. bon, je rejoins un petit peu la question précédente sur la personne lambda. Mmh mh. On a un détecteur chez soi. C'est très bien. Au niveau de l'assurance, ils vont être contents, il y a un détecteur. Est-ce qu'il est norme française? Mmh. Le détecteur qu'on achète à 5 € dans le banque Roberts, bon, je ne veux pas dire, il va peut-être remplir son rôle. Mais est-ce que le jour où on en aura besoin, il va effectivement remplir son rôle? Voilà. Les détecteurs qui portent l'estampille NF, il y en a très peu sur le marché. Il faut compter une trentaine, entre 30 et 100 € à peu près. Ce type de détecteur va vous indiquer quand la pile est faible. Contrairement au détecteur à 5 €. Ça, c'est le fameux bip qui gêne Oui, tout le qui monde. gêne tout le monde et qu'on décroche. Et qu'on dit, ben voilà, je comprends pas, ça sonne tout le temps. Mais ça sonne tout le temps pour indiquer que la batterie est faible. Et que du coup, il sonnera plus. Et en général, ça intervient 2 mois avant Ouais. la fin de la batterie. Mmh. Donc, ça vous laisse quand même une grande marge. Et puis, ça va sonner de plus en plus régulièrement pour vous indiquer qu'il faut faire une Faut faire action. quelque chose. C'est pas tout d'enlever la pile et de Si vous enlevez la pile, alors, je rappelle quand même, vous enlevez la pile, faut savoir que le détecteur, il est obligatoire. Le propriétaire, c'est pas la charge du locataire, le propriétaire a l'obligation de mettre en place dans tout logement de type habitation au moins un détecteur de fumée. J'insiste, c'est au propriétaire. Il appartient, par contre, au locataire de conserver le bon fonctionnement du détecteur. Mmh. C'est-à-dire que il y a la pile, ça sonne, il peut très bien prévenir son propriétaire en disant, ben, écoutez, monsieur, ça sonne tout le temps, il faut trouver une solution. En général, le propriétaire sait de quoi on parle, il vient, il change la pile, c'est fini. En revanche, si constatez qu'il ne répond pas, ça mange pas de pain, vous enlevez Oui, parce que c'est pour notre propre sécurité, hein. Ce sont des piles On va vous qu'on retrouve dans le commerce Mmh. et qui sont très faciles à changer. D'accord. Avant que je te demande justement, quelle était ta pire expérience, dans le côté risque incendie, j'aimerais savoir si tu connais quelles sont les nouvelles technologies pour la prévention du risque incendie domestique? Je sais pas, par exemple, est-ce qu'il y a des détecteurs connectés? Voilà. Alors effectivement, ce qui se développe de plus en plus, on l'a vu depuis quelques années, c'est la domotique. Alors la domotique, ça regroupe beaucoup de choses. Alors faut savoir que dans l'industrie, dans les ERP, on utilise beaucoup de la domotique, mais évoluée, adaptée au bâtiment. On appelle GTB ou GTC. Gestion technique du bâtiment, Mmh. gestion technique centralisée. En gros, c'est un super ordinateur qui va prendre toutes les informations, qui va donner une cartographie précise de l'ensemble de l'établissement. Mais il y a la même chose, mais pour chez soi, Mmh. dans une autre échelle. Donc, la domotique va souvent prendre l'intrusion, les petites caméras, mais au travers des caméras, ben, il y aura aussi des détecteurs de fumée qui seront connectés dessus. Donc, on saura un petit peu comment la maison se comporte lorsqu'on n'est pas là. Mmh. On pourra commander les volets roulants, ouvrir les portes.
Ça se développe de plus en plus. Alors bon, est-ce à dire que c'est fiable? Ça dépendra de combien on l'a acheté et Mmh. le fabricant, qui lui aussi devra répondre à des normes, puisque comme ça, c'est un plus dans le quotidien, ben, c'est quelque chose qui sera amené à évoluer dans le bon sens. Ouais, en fonction d'ailleurs des accidents, comme Alors, tu disais, hein. entre ne pas l'avoir ou avoir un système équivalent, je suis plutôt d'avis de mettre un système équivalent, sachant que sur l'aspect incendie, ce n'est pas reconnu par les assurances. Ce qui est reconnu par les assurances, ce sont des systèmes qu'on appelle les DAF, détecteurs autonomes avertisseurs de fumée. Mmh. C'est uniquement ça qui est reconnu par les assurances. Et il faut que ça comporte l'estampille NF. Donc, tous ceux qui ont les détecteurs de type CE, c'est très bien. Entre ne rien avoir ou l'avoir, c'est bien. Oui, ça peut sauver leur vie, mais en tout cas, Par contre, l'assurance ne va pas fonctionner si jamais il y a un dommage, il y a forcément une expertise. Et l'expertise va révéler que le produit utilisé ne répondait pas à la norme française. Et donc, OK. forcément, vous serez peut-être moins bien indemnisé. Les assurances, toujours, oui. C'est l'une des raisons de l'existence de tout ça de normes. Yes. L'assurance accepte de vous assurer à une condition que vous ayez respecté au minimum Mmh. les règles. Ouais, nul n'est censé, ignorer la loi, et les règles, incendies. C'est ça. OK. Du coup, quelle a été ta pire expérience concernant le risque incendie, et comment tu t'en es sortie? Bon, Est-ce que tu as quelque alors, chose à nous raconter? quelque chose Et de après, bon, on passe aux questions des auditeurs, en fait. avec plaisir. Alors, moi, ma pire expérience, ça a été de fonctionner en flux tendu lors d'une mise en service incendie. Mmh. Alors, je mettais en place, j'installais un système pour un établissement recevant du public. Donc, c'est un système conséquent qui comportait des diffuseurs sonores, des planchers manuels, sirènes, des enfumages. Et pendant la mise en place de ce système, il y a eu un vrai incendie OK. sur une portion qui était encore en chantier. Et là, il a fallu se dépêcher d'installer le système, alors vraiment à une vitesse grand V, sans véritablement de vérification, en faisant confiance à ce Mmh. qu'on a pu Mmh. repérer sur les câbles. Il fallait brancher pour pouvoir aider les pompiers à intervenir sur cette portion Ah de. ouais. Et c'est un établissement qui comportait plus de 5000 personnes. OK. Ça s'est passé en métropole. Et sachant en plus de ça que c'était une portion qui était en rénovation complète, ça a été très compliqué. Les pompiers ont mis plus de 7 heures pour Wow, OK. parce qu'ils n'arrivaient pas à progresser correctement. Donc, au fur et à mesure on avançait dans la programmation et dans la mise en route du système, eh ben, j'étais pas tout seul, hein, j'étais avec toute une équipe de techniciens que je remercie d'ailleurs. Mais au fur et à mesure où on branchait les éléments, ben, les pompiers arrivaient à progresser et ne se faisaient pas encercler par le feu. Ah ouais, On a vraiment ça. fonctionné en flux tendu, là. OK. Et fort heureusement, on a déploré qu'un blessé léger, intoxiqué parmi les pompiers, Mmh. intoxiqué par la fumée, et parmi les travailleurs, on a déploré 0 blessé. D'accord, bah, tant mieux. Donc, comme quoi, même sur les chantiers, il faut C'est ça. prévoir. C'est risqué. Ben, j'ai parlé à un artisan récemment qui me disait qu'il venait de finir un chantier. Je crois qu'ils étaient sur le point de livrer quand un incendie a pris et tout a brûlé. Donc, bon, d'où certainement l'assurance aussi, comment ça s'appelle? Dommage Dommage ouvrage. ouvrage, ouais, à prendre. Alors, pas seulement ça, hein, Mmh. il convient de prendre, alors c'est pour ça qu'il y a plusieurs lorsqu'on fait des travaux, Mmh. je parle des travaux sur les ERP, il faut prendre des bureaux de contrôle et des organismes indépendants qui vont faire des vérifications régulières pour suivre le chantier. Heu, vous avez différents types de contrôleurs qui Mmh. vont vérifier à la fois que sur le chantier, c'est pas n'importe quoi, Mmh. on laisse traiter les outils, bon, ça peut paraître simple, hein, vous laissez traîner un câble, quelqu'un se prend les pieds dans le câble, tombe sur quelque chose qui peut. OK. Vous voyez, c'est un enchaînement de choses qui Mmh. peuvent créer des conséquences plus ou moins graves. OK. Donc voilà. OK. Mais avant de passer à la partie bringuant, oh, on va avoir une question, d'une auditrice, c'est Régine de Fort-de-France, qui disait, concernant la sécurité incendie, on parle des mesures à prendre à la maison ou dans un local professionnel. Si c'est à la maison, où stocker l'extincteur
son renouvellement, donc je pense qu'elle demande, combien enfin, tous les combien faut le renouveler et quelle catégorie? Alors, c'est 2 choses complètement différentes. À la maison, on n'a pas l'obligation de mettre des extincteurs. Mmh. Par contre, si on en met, comme dans n'importe quel local, il faut faire l'entretien régulier. C'est seulement un professionnel qui peut le faire. Mmh. C'est pas quelque chose, que tout le monde peut gérer. Qui plus est, à l'intérieur, vous avez, des éléments sous pression Mmh. qui peuvent, du coup, causer des dommages, non négligeables. Le renouvellement se fait tous les réservoirs sous pression, le renouvellement se fait tous les 10 ans. On appelle ça une réépreuve. Par contre, de manière régulière, c'est-à-dire une fois par an, on a l'obligation de vérifier que l'appareil est toujours étanche et qu'il pourra être utilisé en toute sécurité. C'est un professionnel, lui, pour aller Seul un professionnel pourra vérifier le fonctionnement. et elle demande quelle catégorie? Parce qu'il y a plusieurs catégories, si vous ne savez pas, pour les extincteurs, parce qu'il y a des extincteurs pour les feux électriques, des extincteurs pour les feux non? Ah si, parce que je m'y connais pas. Effectivement, il y a plusieurs types d'extincteurs. En règle générale, la personne lambda n'a pas à se poser de questions Mmh. sur quel extincteur qu'il doit utiliser. En général, le professionnel, lorsqu'il intervient pour pouvoir mettre en place ces extincteurs, il positionne d'office le bon extincteur à proximité du risque qu'il va décider de couvrir. Alors, parmi ces extincteurs, on rencontre ce qu'on appelle les extincteurs plus communément appelés eau pulvérisée avec additifs. Mmh. Donc ça, on peut agir sur des feux, même des feux d'origine électrique, jusqu'à jusqu'à 1000 volts à peu près. En général, ils se positionnent souvent à côté des petits panneaux électriques, sachant que la première réaction, c'est de couper l'énergie électrique. Si toutefois on peut pas, ce type d'extincteur est adapté du coup pour pouvoir lutter. Vous avez aussi des extincteurs CO2 qu'on va utiliser essentiellement sur des feux d'origine électrique de type tableau électrique qui seront positionnés à proximité immédiate, notamment des... Ouais, c'est ça, on verse pas un seau d'eau sur les Alors, non. la règle elle est très simple. Hein. Pour savoir que faire, Mmh. vous avez un feu, je veux dire, vous êtes dans un bureau, vous avez un feu de poubelle. Dans les premières secondes, normalement, un verre d'eau, un seau d'eau suffit à éteindre le feu. Et là, on n'en reparle plus. Au bout d'une minute, c'est déjà trop tard, il faut plus le seau d'eau. Il faut l'extincteur. 2 minutes, c'est déjà trop tard, il faut appeler les pompiers. Ah ouais. Parce que le risque dans un bureau, c'est on a du papier. Mmh. Le papier, ça brûle vite. Souvent, à côté du papier, il y a des bureaux qui sont en bois, en Oui, c'est ça. matériaux composites, qui brûlent aussi. Et là, on peut plus intervenir. Et donc là, il faut appeler les pompiers. Par contre, quand on évacue, donc tous les exercices réguliers, on évacue, on doit respecter certaines règles. Mmh. Et lorsqu'on quitte une pièce, on pense à bien fermer la porte. Oui, Qui doit être au feu c'est en clair. 30 minutes minimum. OK. Est-ce que du coup, tu as 3 conseils, afin que si je construis ou j'emménage, que je le fasse en toute sécurité? Ce sera pour conclure. Alors pour conclure, je dirais, lorsque vous avez un projet, il faut vraiment vous entourer de personnes compétentes et professionnelles. Parfois, on peut avoir un distinguo entre les deux. OK. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui connaît son métier peut ne pas avoir la compétence d'un autre corps d'État. Je dis n'importe quoi. Si je viens proposer mon extincteur et que je ne pose pas la question à la personne qui fait le mur, quel type de mur qu'il va mettre? Est-ce que c'est du placo, du béton, comment je saurais comment je dois positionner mon extincteur? Donc, j'ai une interaction. Mais ça, il faut quelqu'un qui gère l'ensemble du chantier, qui a une vision globale, donc, d'où un petit peu mon orientation professionnelle également, assistant maîtrise d'ouvrage, c'est pour pouvoir avoir une vision globale du chantier. Il suffit pas de dire, ben voilà, on rajoute telle et telle chose. Il faut quand même qu'on évite les dérives budgétaires, de manière à ce que le chantier puisse avancer et se dérouler dans les meilleures conditions. Mmh. Alors, deuxième conseil que je pourrais donner,
hormis le fait de se faire assister, c'est de choisir des matériaux de qualité. Pas forcément les plus chers, mais des matériaux, on va dire, un bon rapport qualité-prix, sécurité. Et toujours penser, le troisième point, toujours penser à on fait, mais comment on va évacuer. Mmh. Il suffit pas de faire de belles choses, mais si on reste coincé dans ces belles choses, on pensera avec. J'avoue. Mmh. Voilà les 3 conseils que je pourrais donner. OK, bah, c'est top. 3 conseils qu'on va bien retenir, Mike. Donc, on va passer au moment un des moments que je préfère, du coup, du podcast. C'est un moment bring your home, où tu dois amener quelque chose de chez toi, qui a du sens pour toi, qui compte pour toi. Que nous as-tu amené aujourd'hui, Mike? Alors aujourd'hui, bon, au risque de surprendre tout le monde, ce que j'ai amené va de pair avec quelque chose que nous avons tous. Mmh. Moi, j'ai ramené mon téléphone. OK. Alors pourquoi mon téléphone? Oui. Souvent, mon téléphone, je le porte à l'oreille. Mmh. Je suis quelqu'un de nature à écouter les gens, écouter les clients. Parce que souvent, ben, on s'aperçoit que juste en écoutant notamment les clients, ils ont un besoin et ce besoin, si personne ne les écoute, comment on peut l'analyser et leur proposer des solutions? Donc moi, c'est quelque chose que depuis ma plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais de manière naturelle. J'essaie d'être toujours à l'écoute des personnes qui ont des choses à dire. Non seulement ça me cultive, mais en plus, ça me permet aussi d'être toujours en perpétuelle recherche de solutions. Voilà un petit peu Donc, c'est ça que marque ce téléphone, c'est le côté écoute. le côté écoute, tout à fait. OK. Ouais. Eh bien, merci Mike d'avoir partagé ça avec nous. Merci en tout cas pour d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir partagé tous ces conseils, tous ces éléments que je vais bien retenir en ce qui me concerne. Je vais d'ailleurs demander très rapidement à mon propriétaire de mettre le détecteur incendie au-dessus, enfin du moins pas loin de mon tableau électrique, qui est pas loin de la chambre de mon fils. Donc du coup, tu vois, ça me fait cogiter là. Donc du coup, voilà. Donc je te remercie pour tout ça. Oui, Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. à bientôt.